Ouais. Mais j'ai pas entendu de... Ok, bonjour à tous. Je viens d'être désigné président du jury, donc je vais officier en tant que tel. Merci Nicolas de l'Université d'Aix-Marseille, laboratoire d'Usty. Donc nous allons écouter Monsieur Kungdoan Nguyen pendant environ 45 minutes sur ses travaux de thèse, à la suite de quoi il y aura une série de questions. Je présenterai peut-être le jury à cette occasion, après vous avoir écouté, et on va d'abord vous laisser la parole pour cette soutenance. Bonjour à tous. Je vais vous présenter les principaux résultats issus de mes travaux de thèse intitulés Études expérimentales du processus d'érosion par suffusion et de son impact sur les propriétés physiques et mécaniques des sols. Ces travaux ont été réalisés au sein du labo géomécanique du STA Aix-en-Provence sous l'encadrement de Madame Nadia Benhamet et sous la direction de Monsieur Pierre Philippe. Ils ont été financés par la région PACA et ISTA. Ma présentation est divisée en 5 parties. Après une introduction, je présenterai les études menées sur le comportement du sol vis-à-vis de la suffusion à l'échelle de l'échantillon et à l'échelle des graines, suivi par une analyse du comportement mécanique. Je finirai par les conclusions et les perspectives. Je vais donc commencer par l'introduction du cadre d'ensemble de mon travail de thèse. Le contexte général de ma thèse touche à la sécurité des ouvrages hydrauliques vis-à-vis du phénomène d'érosion. En général, cela concerne tout ouvrage barrant en cours d'eau pour faire une retenue, comme les barrages en terre, les digues de protection contre les crues, les canaux pour la navigation et les canaux hydroélectriques. Des statistiques suite des ruptures de barrages ont montré que en France on a en moyenne une rupture par an et que ceci engendre environ 100 millions d'euros de dépenses. Au niveau mondial, plus de 40% des ruptures sont dues à l'érosion et la moitié de ces ruptures sont dues à l'érosion interne. L'érosion interne regroupe tout mécanisme d'entraînement des particules par l'écoulement hydraulique d'infiltration dans un ouvrage. Il existe 4 types d'érosion interne qui sont l'érosion de contact entre deux zones, l'érosion régressive, l'érosion de conduite par l'écoulement localisé et la suffusion. Dans le cadre de la thèse, seul le cas suffusion a été abordé. Elle est définie par le détachement des particules de sol et le transport dans les pores de la matrice granulaire. La suffusion est un phénomène lent avec plusieurs conséquences possibles, par exemple l'augmentation de la porosité, le tassement important, le changement de la microstructure. Tout cela sans doute ayant un impact sur la résistance mécanique. L'étude de la suffusion a déjà été abordée par le passé. Cependant, les résultats ont été validés sur un nombre d'essais limité avec une faible variété de types de zones et de configuration d'essais. Expérimentalement, la plupart des auteurs ont mené l'échantillon en utilisant un thermomètre à paroi rigide ou à paroi souple tel que triaxion de suffusion. Les matériaux testés sont des zones granulaires sans cohésion de type sable
éventuellement mélangé à des argines ou même des billes de verre ou des grains sphériques dans la modélisation des RF. Concernant la sollicitation hydraulique, l'écoulement est contrôlé par soit par un débit, soit par un gradient hydraulique constant. La plupart des auteurs ont sollicité leur échantillon avec un écoulement par des papiers successifs en descendant. Cependant, l'analyse des nuances du sentiment hydraulique au comportement du sol à la suffusion reste encore limitée. Concernant les conditions d'apparition de la suffusion, plusieurs méthodes empiriques ont été proposées pour évaluer un critère géométrique à partir de la courbe granulométrique. L'influence des propriétés du sol, des conditions hydrauliques, des couplages entre géométrie hydraulique et mécanique est également étudiée, mais sans consensus clair entre différents auteurs. Les conséquences de la suffusion sur la structure du sol ont fait objet des recherches récentes, mais il n'y a pas eu une investigation réelle de l'existence d'une compétition entre évacuation des films et le tassement. Des hétérogénéités fortes sont également reportées. Cependant, ces observations sont uniquement à la paroi ou post-mortem. Par conséquent, l'appareil important est nécessaire d'accéder à l'essai microstructure pour mieux comprendre ce mécanisme. Concernant l'impact de la suffusion sur le comportement mécanique, les résultats sont parfois contradictoires et difficiles à interpréter. Par exemple, les résultats obtenus numériquement par Scottet ou Abunhouse et expérimentalement par Trang et Zhang, le sol devient plus contractant après érosion. Cependant, ce comportement n'a pas été observé dans les expériences de Ki et Takahashi. Il a également été montré que la résistance au pic diminue pour un sol à granulométrie continue, mais augmente pour un sol à la granulo discontinue. Mais il n'y a pas d'interprétation claire sur ce résultat. Quant à la résistance à l'état critique, ici aussi, peu de données existantes. En fait, il existe globalement peu de données sur le comportement mécanique et ces analyses n'ont pas pris en compte le rôle de la microstructure et des hétérogénéités induites par la suffusion. À partir de ce contexte, nous avons choisi d'aborder le phénomène de suffusion par une démarche expérimentale s'appuyant sur différents essais dans le but d'identifier les paramètres clés du déclenchement et du développement de la suffusion, de compléter les données expérimentales à l'échelle de l'échantillon, de visualiser l'évolution de la microstructure induite par la suffusion et de caractériser l'impact de la suffusion sur le comportement mécanique. Je présente donc en premier lieu l'étude de la suffusion à l'échelle de l'échantillon. Pour ce faire, nous avons développé un dispositif appelé thermomètre de suffusion. Il s'agit d'un sandwich réplique contenant l'échantillon à tester. Le chargement hydraulique est appliqué par une pompe à débit imposé. Durant l'essai, plusieurs grandeurs sont mesurées. La pression hydraulique à différentes hauteurs de l'échantillon, la masse de sol érodée et collectée. Le tassement induit par la suffusion est mesuré par un capteur sonore. Les matériaux testés sont des sols granulés sans cohésion, constitués d'un mélange binaire des grains grossiers et des fines. 4 teneurs en fines de 10, 20, 25 et 35 et 3 densités de 20, 40, 60 sont testées. Concernant le procédure d'essai, l'échantillon est préparé par damage humide en plusieurs couches. Après préparation, il est saturé à une très faible débit, puis soumis à un chargement hydraulique
soit par des paliers constants, soit par une rampe avec différents taux d'augmentation de débit. Voici le programme expérimental qui a été adopté. Nous avons réalisé plusieurs essais avec le chargement hydraulique en papier et quelques essais avec le chargement hydraulique en rampe. Je vous présente ci-contre une vue à la surface de l'échantillon. On observe une appauvrissement en particules fines à différentes étapes de l'érosion. Il semble que l'érosion s'initie localement en certains points et progresse dans une plus large zone dans l'échantillon en induisant un tassement. L'observation à la paroi a également montré que l'évacuation des films suit des semaines d'écoulement préférentiel. Ces observations confirment le zone s'érode de façon très hétérogène. Cette figure montre un résultat typique de cette suffusion par palier avec le suivi temporel du gradient hydraulique de déplacement axial et de la perte de film. On observe globalement une augmentation de gradient hydraulique et tassement instantané avec le débit. On note que le gradient hydraulique présente une relâche progressivement lorsque l'érosion est active. Concernant l'évolution de la masse de films érodés, celle-ci augmente avec le débit, mais pas du tout de façon proportionnelle. Le comportement idéalisé au cours d'un palier est le suivant. Notons bien que la perte des films est concentrée au début d'un palier et suite à assez courte durée. Cette figure montre cette fois-ci un essai de suffusion mais avec le chargement hydraulique en rampe. Globalement, les évolutions sont assez similaires que ceux obtenus dans l'essai chargement hydraulique par palier, sauf que les effets dynamiques dus aux variations rapides entre deux paliers ne sont plus observés. Par contre, il est difficile de déterminer le seuil d'érosion avec précis dans l'essai avec ce type de chargement hydraulique. À partir de ces résultats, nous avons tracé l'évolution de la teneur en film en fonction de la vitesse, les trois rampes, et ainsi pour le chargement hydraulique par palier. On constate que la perte des films augmente avec la pente des rampes et qu'elle est nettement plus fort dans le cas des paliers. Concernant l'évolution des lits des vitres, celui-ci est augmenté avec la pente des rampes en cohérence avec la perte des films. Là encore, l'augmentation dans le cas des paliers est nettement plus forte. L'indice des vitres intergranulaires qui caractérise uniquement le squelette granulaire diminue très peu et semble atteindre un état équilibre, quel que soit le chargement hydraulique. Si on regarde l'évolution de la perméabilité, c'est-à-dire le rapport entre la vitesse d'écoulement et le gradient hydraulique, on observe la perméabilité est quasi constante sur une gamme assez importante, même si l'érosion est déjà détectée, et ensuite augmente. Cela veut dire que dans un premier temps, la structure du sol est peu impactée en début d'essai d'érosion. Un point important concerne la condition critique pour l'apparition de l'érosion. Quels paramètres à choisir? Si l'on regarde l'analyse sur notre essai, on trouve une vitesse d'écoulement critique unique qui de façon a priori surprenante, c'est toujours la même et autour de 0,4
15 cm par seconde. Et ceci indépendant de la densité et la teneur en film. Au contraire, l'augmentation du gradient hydraulique avec la densité et la teneur en film. En fait, ces augmentations sont juste dues aux différences de perméabilité initiale de l'échantillon. Après le seuil d'érosion, on s'intéresse maintenant au taux d'érosion en fonction du chargement hydraulique. Comme on le voit, celui-ci est différent selon la pente et le type de chargement. Cependant, si on regarde l'évolution de la masse des films érodés, on trouve un résultat assez surprenant. Les pentes se regroupent, bien que la durée des rampes est soit très différente, mais ce n'est pas le cas des paliers. Ce résultat est encore préliminaire, mais si se confirme, cela suggère que la perte en film ne dépend pas de la durée totale de sollicitation. Donc, à niveau de sollicitation en vitesse génère une masse finie de film érodé, indépendante du chargement hydraulique, à condition que celui-ci n'est pas trop puissant. Ces conclusions demandent à être confirmées par des essais supplémentaires. Maintenant, je présente dans cette partie le comportement du son à la suffusion à l'échelle des grains. Comme l'a montré dans cette étude à l'échelle de l'échantillon, les analyses à cette échelle ne permettent pas d'aller plus loin pour accéder à une meilleure compréhension du phénomène, car l'observation se fait uniquement à la paroi. Et la détection d'érosion ne se fait qu'en dehors de l'échantillon. Pour pouvoir observer le début de la mise en mouvement des particules dans l'échantillon et suivre le développement de la suffusion et des hétérogénéités au sein de l'échantillon, nous avons réalisé une investigation à l'échelle des grains en utilisant les techniques optiques et la tomographie à rayon X. Dans cette présentation, je présente seulement les résultats de la tomographie à rayon X. Nous avons eu l'opportunité d'utiliser la tomographie du laboratoire 3SE. Nous avons testé l'échantillon ayant 25% de teneur en film et 40% densité relative avec le perméamètre de suffusion que je vous ai présenté tout à l'heure. Le chargement hydraulique appliqué est le suivant, c'est-à-dire par palier constant. À la fin de chaque palier, on stoppe l'écoulement pour récolter les particules fines érodées et réaliser un scan. Le temps d'acquisition d'un scan est long, ce qui nous a obligé de réduire le nombre de paliers et se limiter à 4 scans. À partir des images récupérées par tomographie, nous avons fait un traitement d'image qui permet d'identifier les grains grossiers dans l'échantillon et de calculer la concentration des films dans l'espace intergranulaire, représenté ici par un échelon de couleur entre 0 et 1. Voici la distribution en particules fines dans l'espace intergranulaire durant l'essai d'érosion. Qualitativement, l'érosion des films a lieu principalement au bord de l'échantillon, tel qu'on l'observe très nettement sur le scan 3 et 4, où elle devient plus forte lorsque le débit augmente. Ce qui entraîne une forte hétérogénéité dans la distribution spatiale des films. Il est intéressant de voir que le tassement est plus important au bord de l'échantillon
au bord de l'échantillon que le centre. Ces figures montrent une coupe horizontale au milieu de l'échantillon. En contraste, l'évacuation des films n'est pas symétrique, qu'il n'y a pas non plus véritablement de symétrie cylindrique. Les zones érosion s'éteignent vers le centre. Quantitativement, le traitement d'image que nous avons réalisé a permis de calculer les propriétés physiques telles que la teneur en film, l'indice Davis et l'indice Davis intégré. En contraste, sur la figure de gauche, une diminution de teneur en film régulièrement lorsque le débit s'augmente, ce qui entraîne une augmentation de l'indice Davis. En revanche, l'augmentation de l'indice Davis n'est pas proportionnelle avec la diminution de teneur en film. Ceci s'applique par une diminution de l'indice Davis intégré. En regardant la variation de volume Davis, une vraie compétition entre l'évacuation des films et le tassement est observée. L'érosion est tout d'abord dominée par une phase d'évacuation des films, puis passe par une phase tassement dominante. Pour analyser plus en détail ces résultats, nous avons calculé les profils de F, E et EG. On observe la signature de la préparation en course par la machine 8 sur l'ensemble de ces profils. Et celle-ci disparaît progressivement avec l'érosion. Sur l'ensemble de ces profils, on observe l'indice Davis varie peu au cours d'essai, tandis que la teneur en film et l'indice Davis intégré diminuent, mais de façon assez homogène sur la hauteur. De la même façon que précédemment, nous avons tracé les profils radio. Sur le scan 1 et 2, l'effet de bord est bien visible avec une teneur en film plus faible à la périphérie de l'échantillon. Sur le scan 3, l'érosion se fait principalement à la périphérie de l'échantillon, alors que sur le scan 4, c'est beaucoup plus homogène. On observe également une augmentation de l'indice Davis au bord et propage vers le centre. En regardant l'évolution de l'indice Davis intégré, comme dans le cas des profils verticaux, une densification globale de l'échantillon est observée de façon assez homogène. Enfin, en examinant plus en détail des centres de déformation, nous pouvons observer la présence d'une déformation de cisaillement de l'ensemble de l'échantillon avec une intensité plus élevée près de la paroi. Celle-ci est probablement due au tassement différentiel entre le centre et la périphérie. Le même effet est également observé sur les centres de déformation volumique où une diminution significative de volume est observée près de la paroi de l'échantillon tel qu'illustré sur ces coupes horizontales. Maintenant, je présente dans cette partie l'impact de suffusion sur le comportement mécanique du son. Pour cela, nous avons caractérisé le comportement mécanique du son par des essais triaction. Pour les sons non érodés, la procédure de fabrication classique a été utilisée. Concernant les sons érodés, après l'essai d'érosion dans le perméamètre, l'échantillon érodé est désaturé pour atteindre un teneur en eau faible. Il est ensuite placé dans un congélateur à température moins 2 degrés pendant 16 heures. Après la décongélation complète, on démoule l'échantillon, on le met dans la cellule triaxiale
On applique ensuite une pression de confinement de 50 kPa et on le laisse se décongeler avant de passer de la phase de saturation, de consolidation finale et au cisaillement. Cette technique de congélation a pour but de pouvoir récupérer l'échantillon érodé tout en conservant la structure finale après l'essai d'érosion. Le programme exploitant qui a été adopté est le suivant. Nous avons réalisé des extractions en conditions drainées et non drainées sur les zones non érodées, zones érodées et zones érodées artificielles. Ce dernier correspond à la reconstitution des échantillons à la même teneur en film obtenue après érosion. Dans cette présentation, je présente seulement les résultats en conditions drainées. Avant d'aller plus loin dans les analyses, je vous présente ici la validation de la procédure de congélation en réalisant les essais sur 2 échantillons non érodés et 2 échantillons érodés. Les courbes de déviateur de contact et de déformation volumique montrent la décongélation et décongélation n'a pas d'influence sur la réponse mécanique. Les courbes sont assez bien confondues entre elles. Ces figures montrent une comparaison du comportement mécanique entre les zones érodées et non érodées. Globalement, on constate la résistance du zone érodée et diminue. Et ceci est cohérent avec une diminution de la densité après érosion. Paradoxalement, alors qu'on aurait dû avoir un comportement plus contractant pour les zones érodées, on observe que ce n'est pas le cas. Ceci peut être attribué à un effet combiné de la teneur en film, de l'indice des vides interprètes et éventuellement de l'hétérogénéité du zone érodé. En ce qui concerne l'analyse de la résistance au pic entre le zone érodé et non érodé, nous avons reporté tous les points au pic dans le point QP' des échantillons de 25% teneur en film avant et après érosion. Afin de déterminer l'angle de frottement au pic, on constate que les points obtenus dans les deux cas s'alignent assez bien sur un seul droit, donnant un angle de frottement autour de 32 degrés. Cela veut dire que l'angle de frottement au pic ne semble pas être significativement impacté par l'érosion. Comme nous l'avons vu dans la partie comportement mécanique, la subfusion est une compétition entre l'érosion des films et le tassement lié au réarrangement au squelette granulaire. Pour en tenir compte, nous avons introduit une interprétation basée sur la variation de volume liée au processus d'érosion et la variation du rapport de contact au pic du sol avant et après érosion, comme montré sur cette figure. Lorsque delta est nettement supérieur à 0, le départ des films n'est pas compensé par le tassement. La résistance au pic du sol érodé est plus faible. Au contraire, lorsque delta avoisine de 0, le tassement compense le départ des films. La différence de résistance n'est pas très différente. Cependant, cette interprétation reste qualitative, ne fonctionne pas pour un des points de mesure ni plusieurs données en conditions drainées. Donc, il faut encore l'améliorer. Je passe maintenant à l'analyse du comportement mécanique à l'état critique. En premier lieu, en termes l'angle de frottement, ensuite dans le plan log de P. Donc dans le plan QP', on note les points obtenus
que ce soit pour les zones érodées et non érodées, s'aligne assez bien. On donne un angle moyen d'environ 30 degrés, impliquant l'absence d'impact notable de l'érosion. Le même angle de grandeur est obtenu pour l'angle de Foster en conditions non drainées, contrairement à ceux qui présentés dans le manuscrit à cause d'une erreur de calcul qui sera corrigée. Dans le plan Edith David content, nous avons reporté les points à l'état critique des zones érodées et non érodées en fonction de l'indice David et l'indice David intégré. Dans la figure de gauche, les échantillons érodés sont positionnés au-dessus des zones non érodées et c'est l'inverse dans la figure de droite. Cela implique que pour un indice David donné, la résistance au signalement du son augmente lorsqu'on déduit la teneur en film. Mais pour un indice David intégré donné, la résistance diminue avec la teneur en film. Donc le choix du paramètre de densité est déterminant pour l'interprétation. C'est pourquoi il a été proposé d'utiliser l'indice David intégré équivalent défini par cette équation. Le paramètre B est la fraction des fins actifs, c'est-à-dire les fins participent au sein de forme et que elles sont coincées entre les graines grossiers du squelette. La question revient à déterminer le paramètre B qui est généralement choisi arbitrairement ou de façon empirique sans tenir compte des propriétés des zones. Ici, nous avons utilisé le paramètre B développé par Nguyen. Donc l'équation présente ici son approche basée sur un calcul de probabilité du nombre de combinaisons des films. Ce calcul est plus pertinent car il prend en compte la densité, la teneur en film et le rapport de taille des particules. Avec cette équation, on trouve les échantillons avec différentes teneurs en film se regroupent suite la même courbe d'état critique, y compris pour les sables purs. Cette représentation est intéressante du point de vue pratique, car à partir de la courbe d'état critique du matériau pur et la détermination de paramètres B pour un indice pour un teneur en film donné, on peut remonter à l'indice David pour cette teneur en film. Par exemple, c'est ce qu'on fait pour une teneur en film de 17%. Nous avons également reporté les points expérimentaux sur la courbe les points expérimentaux des zones érodées qui ont une teneur en film finale fausse de 17%. On voit bien que ces points expérimentaux s'alignent assez bien sur la courbe théorique. Cela veut dire que l'hétérogénéité n'influence pas sur la position de la courbe d'état critique. Enfin, je résume les conclusions importantes et les perspectives. À partir des analyses à l'échelle de l'échantillon, ces conclusions peuvent être tirées. Existant d'une forte hétérogénéité du phénomène de suffusion avec des semaines d'écoulement préférentiels. Le choix du chargement hydraulique par une rampe, par une augmentation par rampe semble mieux adapté dans l'essai de suffusion. Les premiers résultats montrent que le squelette granulé du sol atteint un état au-delà duquel il ne s'évolue plus, même si l'érosion poursuit.
Le seuil d'érosion ici bien décrit par une vitesse d'écoulement critique. En fait, le grandeur contrôlé par le chargement hydraulique semble être une masse de film érodé non en taux d'érosion. La durée de la sollicitation ne joue donc pas. Concernant les conclusions à l'échelle des graines en utilisant tomographie par abrasion X, on a réussi à suivre le développement de l'érosion à l'échelle microscopique. Notre étude a montré que la perte de film s'initie au bord et progresse au centre avec le tassement différentiel. Après érosion, l'échantillon est hétérogène en termes l'indice des vis et la teneur en film, mais l'échantillon est assez homogène en termes l'indice des vis intergraines. L'échantillon présente un centre de déformation volumique non uniforme et une déformation partiellement de l'ensemble de l'échantillon. Pour l'impact de suffusion au comportement mécanique, nous avons trouvé la résistance du sol érodé au pic est diminuée ou quasiment égale à celle du sol non érodé en fonction de l'effet combiné de la variation de la teneur en film et des indices des vis intergraines. L'angle de frottement au pic et à l'état critique ne semble pas être significativement influencé par la suffusion. Nous avons proposé une approche pour évaluer la résistance au pic des sols érodés basée sur les variations de volume des vis avant et après érosion. Enfin, l'hétérogénéité induite par la suffusion n'a pas d'influencé sur la position de la courbe d'état critique. Pour les perspectives, il est intéressant de poursuivre ces travaux de recherche sur plusieurs aspects, soit en complément direct des résultats obtenus, soit amorçant de nouveaux objectifs d'études. À l'échelle de l'échantillon, les données des essais d'érosion, notamment sous chargement hydraulique en rampe, sont à compléter en tenant compte à la morphologie des graines et du mode de préparation. On peut également envisager à étudier les couplages des conditions instituées à des phénomènes d'érosion. Les données des comportements mécaniques sont également à compléter afin de confirmer les résultats obtenus, notamment influence de l'hétérogénéité sur le comportement mécanique à l'état critique. Une modélisation continue va aussi être réalisée. À l'échelle des graines, nous envisageons de continuer à collaborer le 3SM, notamment une analyse des graines à l'échelle du port et des nouvelles expérimentations. On pourrait aussi améliorer le dispositif expérimental avec les techniques optiques pour analyser plus finement la suffusion en temps réel. Un suivi de la microstructure à l'aide de Bender éléments est en cours de développement. Bon, merci pour votre attention.